Et coucou tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien des vacances d'été si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, surtout que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, puisque je sais qu'en ce moment dans pas mal de régions, la température est plutôt très élevée. Et en tout cas que vous profitez de cette période de l'année pour avoir un petit peu plus de temps pour faire quelques bonnes lectures. Même si de toute façon on pourrait se souhaiter de bonnes lectures pendant toute l'année parce qu'il n'y a pas de raison. Alors aujourd'hui, la vidéo sera le bilan pour le challenge Mozart qui avait été un challenge créé et organisé par Véronique Parenin par le biais de son compte Instagram pour lequel je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'hab. Et en fait qui était un challenge pour le mois de juin spécifiquement, mais que j'ai prolongé un petit peu parce que j'ai pris un petit peu plus de temps pour lire, puisqu'entre temps j'ai eu mes lectures coréennes, j'ai eu pas mal d'autres petites choses aussi à lire, à faire tout simplement aussi. Et puis en fait, comme c'est un challenge dont les thèmes m'ont beaucoup plu, je me suis dit c'est pas grave, je prolonge un petit peu et puis comme ça je ferai un bilan complet, j'aurai exploré toutes les catégories parce que toutes m'inspiraient, donc voilà. Alors écoutez, je vais vous parler un petit peu de toutes ces lectures. Il y avait 6 catégories, donc ça doit faire 6 lectures si je ne me trompe pas. Et écoutez, après c'est comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire, surtout à mettre un pouce en l'air également, puisque ça aide toujours, et puis à participer, me donner des idées si vous en avez de lecture dans ces thèmes-là. La thématique autour de l'art, en fait de tous les arts, que ce soit les arts de la scène, la musique, les arts picturaux, etc., sont vraiment très intéressants. Moi c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, et en dehors de ce challenge, c'est vrai que ce n'est pas forcément un thème dont on parle beaucoup au niveau des lectures, ou en tout cas de romans qui tournent autour de ces thématiques là. Donc écoutez, franchement si vous avez des idées, vous n'hésitez pas, ou même à les donner à Véronique Parenin justement sur son compte, parce que je suis sûre qu'elle sera intéressée. Voilà. Et bien écoutez, sur ce on va commencer avec la première catégorie. Il s'agissait de Frida Kahlo pour peinture, couleur, autobiographie, journal ou mémoire. Alors pour cette catégorie, j'ai choisi un livre, un roman d'horreur, mais qui tourne bel et bien autour de la peinture, puisqu'il s'agit du Portrait du mal de Graham Masterton. Alors celui-là, je l'ai lu il y a peut-être un mois et demi ou 2 mois. Alors on va voir si je me rappelle suffisamment déjà pour vous faire un petit pitch, mais en tout cas c'était une lecture que j'avais bien appréciée. Alors il s'appelle le Portrait du mal parce que c'est une sorte d'hommage au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde de la part de Graham Masterton. Et effectivement l'histoire tourne autour d'un portrait de famille qui a été fait au 19e siècle et dont la famille a absolument besoin. Au début on ne sait pas bien pourquoi. Et en particulier le membre d'une famille qui est en train d'essayer de retrouver ce tableau qui est dans une galerie marchande, dans une galerie d'art. Et pas galerie marchande, une galerie d'art, et effectivement donc elle veut remettre la main dessus pour pouvoir le racheter, puisqu'en fait il appartenait à sa famille, donc elle veut pouvoir le reprendre. Mais avant même l'histoire du tableau, en fait cette histoire commence avec l'enlèvement d'une jeune fille qui fait de l'autostop sur le bord de la route et qui va être écorchée par l'un des personnages qui appartient à cette famille. Donc bien entendu, comme je l'ai précisé, c'est un roman d'horreur, donc c'est très graphique, on ne nous épargne rien. C'est un livre qui est assez sanglant, il y a beaucoup de détails quand même assez dégueu, mais l'histoire est très intrigante. La famille en question, même si vu que c'est un hommage au portrait de Dorian Gray, il y a quand même certains détails dont on se doute dès le début, mais il y a quand même beaucoup de choses où on a envie de savoir quand même jusqu'où ça va, comment ça fonctionne exactement. On va suivre en parallèle donc la famille avec sa recherche du tableau, l'un des galeristes qui également a été dans une famille qui a possédé le tableau depuis que la famille à qui il appartenait au départ s'en sont débarrassés, entre guillemets. Et nous suivons également l'enquête policière qui entoure les cadavres écorchés qui sont retrouvés dans cette région-là. Voilà. Donc en tout cas, très intriguant. C'est vrai que je m'en rappelle non plus vraiment dans le détail. En fait, c'est mieux quand on explique un livre qu'on vient juste de lire. Et en même temps, quand on vient juste de le lire, on a trop à dire, donc des fois on s'étale beaucoup. Donc écoutez, de toute façon j'en avais pas mal parlé dans un de mes vlogs, donc je vais m'arrêter là. En tout cas pour moi, très bonne lecture. J'avais déjà lu un Graham Masterton que j'avais bien aimé, mais dont la lecture m'avait été gâchée par la 4e de couverture en fait, qui vendait le point le plus important du roman.
Bah oui, c'est un peu con. Mais là par contre, à part cette relation avec Dorian Gray, je n'en savais rien. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de roman de ce style-là. Donc en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Voilà. Alors, la catégorie suivante. Comme d'hab, hein, j'ai mes petites notes, mes machins, parce que sinon je ne sais pas du tout ni les catégories, ni ce que j'ai lu. Voilà. Donc le suivant, c'était Camille Claudel, avec sculpture, installation, volume, féminisme, essai. Alors, pour celui-ci, par contre, j'ai un petit peu twisté le thème, parce que je n'avais pas vraiment de thème autour de la sculpture, ou vraiment d'essai, ou de choses comme ça. J'ai un petit peu plus basé, vraiment, entre guillemets, sur le féminisme, et surtout sur installation, en le remplaçant par art décoratif en fait, c'est-à-dire vous savez tout ce qui est art du mobilier, de la tapisserie, etc. Donc pour ce thème-là, j'ai choisi de lire La Dame à la licorne de Tracy Chevalier, dont j'avais déjà lu Prodigieuse créature, que j'avais absolument adoré. Mais cette fois-ci avec La Dame à la licorne, alors pour ceux qui ne connaissent pas les tapisseries, je vais vous mettre une photo quelque part par là. Je suis sûre, vous allez voir les tapisseries, ça va vous parler tout de suite. Elles sont d'ailleurs au musée de Cluny à Paris, et si vous ne les avez jamais vues, allez les voir, elles sont vraiment très très belles. Donc cette histoire va nous raconter toute l'histoire imaginée derrière en fait ces tapisseries. Je vous laisse 2 secondes, je vais boire un coup parce que je suis assoissée, j'arrive même plus à parler. La Dame à la licorne est l'histoire imaginée de la fabrication et de la commande des dames à la licorne, qui est en fait composée de 5 panneaux différents. Et alors on en connaît plus ou moins le commanditaire puisqu'on sait par quelle famille elle a été commanditée. On a un fort soupçon sur l'un des personnages de cette famille puisqu'on a retrouvé les armoiries et pas mal de détails en fait qui rappellent cette personne-là en particulier. En fait, on nous explique à la fin du livre, donc ça c'est très très intéressant, quelles sont les hypothèses qui ont amené l'autrice à sélectionner ces personnages-là de l'histoire pour faire partie de la fabrication de ces tapisseries. Voilà, donc ça déjà c'est une partie très intéressante, mais après effectivement pour le reste, bien entendu, c'est complètement imaginé et romancé. Il n'empêche que j'ai trouvé ça personnellement passionnant, parce que tous les personnages ne sont pas forcément attachants, contrairement à Prodigieuse créature, mais j'ai adoré suivre en particulier tous les détails qui concernent le métier de tapissier. C'est un métier que je ne connais pas spécialement, enfin pas spécialement, pas du tout en fait, hein. Et effectivement de voir la façon avec laquelle la laine est traitée, comment ils se fournissent des laines colorées, comment est-ce qu'ensuite ils les mettent sur les métiers, comment est-ce qu'ils le tissent, comment ils sentent en fait, tous les détails effectivement qui font que il faut un travail qui dure des années quand même, parce que pour pouvoir faire des tapisseries aussi détaillées de cette taille-là, ça prend des années. Là effectivement on ne sait pas exactement combien de temps ça a pris, mais par rapport à des tapisseries pour lesquelles on a plus d'informations, on estime que La Dame à la licorne, ça a dû prendre entre 2 et 5 ans à peu près, voilà, 2 ans si vraiment il y a eu un travail acharné quasiment jour et nuit par un certain nombre de personnes, mais effectivement s'il y avait moins de personnes qui travaillaient dessus, ça a dû prendre dans les 5 ans. Et donc on nous explique tous ces détails, effectivement, les familles, comment est-ce qu'elles vivent en fait, ces familles d'artisans, comment est-ce qu'elles sont, le type de vie qu'elles ont, dans quel milieu elles vivent, etc. etc. Donc ça c'était quelque chose de passionnant. Et un point commun je trouve avec Prodigieuse créature, qui était également très très bien documenté sur le contexte de l'époque, sur la façon de faire, la façon d'exposer les choses. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez cette autrice, et clairement je vais en lire d'autres d'elle puisque elle touche à pas mal de thématiques qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Alors par contre pour l'histoire, alors l'histoire nous raconte le peintre en fait auquel on a commandé ces tapisseries, parce qu'elles doivent d'abord être peintes avant ensuite d'être peintes à nouveau sous forme de carton, des cartons qui serviront justement à être placés sous le métier, de façon à pouvoir ensuite suivre avec la laine ce qu'il y a sur le carton. Bref, les mots ne me viennent pas, je suis pas du tout une professionnelle de ce genre de choses, donc j'arrive pas à trouver exactement le vocabulaire, je m'en rappelle pas, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer. Voilà. Et en fait, il y a plusieurs étapes comme ça, parce que entre un tableau et une tapisserie terminée, il y a plusieurs étapes en fait aussi, parce qu'une tapisserie ne va pas pouvoir faire ressortir les mêmes détails qu'un tableau.
Donc, on commence avec ce peintre, qui est un peintre qui habite à Paris, qui est plutôt renommé pour ses portraits, qui est un coureur de jupons, qui est très sincèrement pas très attachant, qui est même assez exécrable dans son attitude à sauter un petit peu sur tout ce qui bouge, et qui au final, je trouve, n'apporte pas tant que ça à l'histoire. Et la quatrième de couverture, donc je vous le dis puisque c'est directement dans la quatrième de couverture et que ça ne change rien, nous vendait, c'était ce qui me faisait un petit peu peur, une histoire d'amour entre lui et un personnage de la noblesse qu'il croise au début. Donc effectivement, cette histoire d'amour parsème un petit peu le roman, sauf que je l'ai trouvé insipide, sans intérêt, pas crédible, mais pas envahissante. Ce qui fait qu'au final, bah, c'était très bien parce qu'elle était très facile à mettre de côté. Juste la toute première partie, peut-être les 50 premières pages, sont un petit peu redondantes là-dessus. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur que ça reste sur ce thème-là. Et puis après, en fait, quand ça change, qu'on va à Bruxelles et qu'on commence à vraiment rentrer dans le métier des artistes, des tapissiers, de tout ça, là, franchement, c'est devenu... Puis comme j'ai dit, par contre, la famille des tapissiers elles-mêmes, je les ai trouvés super intéressants. Franchement, voilà. Donc moi, personnellement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Que vous aimiez ou pas ce genre de thématique, je pense qu'il est à conseiller sans souci. Et si vous avez déjà lu des romans de cette écrivaine comme la jeune fille à la perle qui est le plus connu par exemple, bah vous savez déjà si vous aimez son écriture ou pas. Voilà. La catégorie suivante est Léonard de Vinci. Et alors pour celui-là, il fallait quelque chose qui tourne autour de dessins, lignes, graphiques, albums, jeunesse. Et donc j'ai choisi un livre qui s'appelle Le Chazen, qui est écrit par Kwang Wen-chan, qui est une autrice hongkongaise qui habite au Royaume-Uni, par contre, il me semble. Et bah, comme vous pourrez le voir sur la couverture, sont essentiellement des aquarelles de chats. C'est un très très beau recueil qui vous présente sur une page, sur la page de droite, en fait, une aquarelle de chat qu'elle a fait elle-même. Elle a appris en fait à faire des aquarelles de chat. Et sur la gauche, une citation philosophique, un extrait de roman ancien, un extrait de textes en fait de Confucius, de tous ces grands penseurs philosophes chinois qui ont inspiré en fait cette aquarelle. Alors c'est un recueil qui est vraiment très petit, ça se lit très très vite, très bien et je l'ai adoré. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai beaucoup aimé son introduction où elle explique ce qui l'a amené à écrire ce livre, ce qui l'a amené aussi à apprendre à peindre les chats, puisque c'est quelqu'un qui avait très peur des chats, qui ne les aimait pas du tout pendant la plus grande partie de sa vie, et qui de fil en aiguille, en fait, d'une certaine façon, s'est mise à les apprécier, puis à les aimer et à les vénérer, comme beaucoup de gens qui connaissent les chats et qui les adorent, et donc qui a essayé effectivement d'apprendre à les peindre en aquarelle, en essayant de rester fidèle au style chinois, à un style assez spécifique de l'ancienne peinture chinoise. Alors franchement, au niveau de la qualité des aquarelles, je vais dire, il y en a qui sont très jolies, il y en a qui sont un petit peu plus, comment dire, pas forcément de mauvaise qualité du tout, mais qui sont un petit peu plus, on sent bien que ça n'est pas quelqu'un qui a peint toute sa vie, et en même temps, quand elles sont couplées justement avec ces citations, l'ensemble fait que ça récupère tout, parce que ce qui est dit dans la situation est illustré dans l'aquarelle, et ce sont souvent des citations très courtes, et quand on regarde bien la citation et l'aquarelle, on peut en fait entrevoir toutes sortes de double, triple significations dans le texte comme dans l'image. Voilà, donc c'est vraiment un côté que j'ai adoré là-dessus. En plus, elle met sur chacune de ses aquarelles plusieurs sceaux. Ça peut être sa signature, mais ça peut être aussi simplement des caractères chinois qui ont un sens, et elle nous donne la traduction de ces sceaux. Donc tout ça combiné, c'est un petit peu comme s'il y avait des sens cachés partout. Et en fait, quand on le lit une première fois, c'est très agréable, c'est très beau. Et quand on re-regarde en fait la même chose une deuxième fois, on se rend compte en fait qu'il y a plein de petites choses à explorer, à chercher, à regarder. Et franchement, ça serait le parfait petit livre de chevet, vous savez, qu'on garde pour rejeter un coup d'œil régulièrement, pour essayer de relire une page qu'on a lue ou de regarder une image qu'on a aimée. Moi, j'avoue qu'il y en a une en particulier où c'est une scène d'automne avec un chat qu'on voit de dos et qui dit, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai trouvé l'image très belle, mais je vous la mettrai très certainement ici avec 2 ou 3 que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble.
les routes les plus accidentées ne sont pas celles qui traversent les fleuves et les montagnes, mais celles qui sont dans le cœur des hommes, de Bai Juyi. Voilà, et qui s'appelle L'appel du foyer. Donc celle-là déjà je l'ai beaucoup aimée, il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas toutes vous les lire. Il y a déjà des vidéos comme ça où je me suis embrinquée après à chercher dans les pages, et puis finalement c'est vrai que si vous voulez y jeter un coup d'œil, sincèrement, allez-y. Je suis sûre que vous pouvez facilement le trouver dans les librairies. En plus, malgré le fait que ce soit des images, ce sont pas des éditions très chères. Et puis sinon, ça, je pense que ça se trouve facilement en bibliothèque. Elle en a écrit plusieurs autres, toujours avec des aquarelles de chat. Et toujours avec des citations de grands penseurs chinois. Donc je pense très sincèrement que j'en lirai d'autres dans ma carrière de lectrice, on va dire. Voilà. Alors, la catégorie suivante, il s'agit de Sarah Moon, avec photographie, vidéo, cinéma, littérature de l'imaginaire. Et encore une très 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 bonne lecture. Je me rends compte en fait que je crois que j'ai aimé quasiment tout ce que j'ai lu. Oui, de toute façon je vous ferai une petite conclusion à la fin, mais c'est l'impression que ça me donne là tout de suite en parlant. Alors pour celui-ci, j'avais choisi la biographie en roman graphique de Alice Guy de Catel et Bocquet. Alors Alice Guy est la toute première réalisatrice de l'histoire du cinéma en France et ailleurs. Voilà. Et elle a réalisé plus de 500 films qui sont tous ou quasi tous perdus maintenant. L'histoire l'a effacée, comme tant d'autres femmes, bien entendu, qui ont contribué à l'histoire des inventions, des techniques, de la science, et qui en fait a évolué à l'époque où la photographie et le cinéma étaient en train de naître. Et l'un de ses premiers boulots qu'elle a trouvé était chez Léon Gaumont. Donc en plus elle a été dans le bain très très vite. Elle avait beaucoup d'imagination, elle était très entreprenante, elle aimait en fait faire des choses, et très très vite en fait elle s'est imposée dans ce métier-là, dans ce milieu-là, parce que très vite aussi les gens ont vu qu'elle faisait des choses de très bonne qualité. Et elle a réalisé, il me semble, ce qu'on considère comme le premier film à histoire imaginée, puisque les toutes premières vidéos, pour ceux qui connaissent un petit peu, alors ça se trouve c'est libre de droit, hein, donc c'est très facile à trouver sur internet, je vous mettrai quelques liens si besoin. Par exemple la sortie du train dans une gare, ou certains bâtiments, certaines rues comme ça, et ce sont des vidéos qui durent peut-être 5 à 10 secondes, mais ce sont des vidéos en fait filmées sur le vif, ce ne sont pas des histoires créées qui ensuite ont été mises en scène, puis filmées, et c'est elle en fait la première qui fait ce type de choses. Et en fait, pendant le cours de sa vie, elle va faire tellement de choses. En fait, elle va décider de se marier, d'avoir des enfants assez tard, parce qu'elle veut se consacrer à ce travail. Elle aime ça. Elle va essayer effectivement de vendre parmi les premiers appareils photo, mais il y a beaucoup de concurrence. En plus, c'est une époque où, comme tout ça se développe très vite, il y a des brevets qui se développent sans arrêt, il y a beaucoup d'inventions aussi qui se ressemblent, puisque les uns s'inspirent des autres, donc du coup ils se font des procès, enfin, c'est compliqué, et en même temps c'est fascinant. J'ai absolument adoré cette biographie. J'ai appris une tonne de choses, on croise une quantité de personnages de l'époque. Bon, j'ai parlé de Léon Gaumont, mais il y a après tous les... parce qu'elle est partie vivre en Amérique aussi, enfin il y a aussi tous les personnages comme Gustave Eiffel, comme tout ça, effectivement, qui sont des gens avec qui elle a eu des relations professionnelles, avec qui, enfin voilà. Donc c'était vraiment passionnant. Après, c'est vrai que pour moi, par exemple, je l'avais mentionné quand j'avais préparé cette palle, je suis fascinée par l'histoire des inventions, par l'histoire des sciences en règle générale, et par l'histoire en parallèle des inventions, puisque les deux sont assez liés, et en particulier, effectivement, avec tout ce qui s'est développé au 19e siècle, voilà. Et la photographie, le cinéma, autant on va dire en histoire contemporaine ou en art contemporain, je suis quand même moins... comment dire, je suis moins attirée par ça, ça m'intéresse toujours, mais je suis moins attirée. Par contre, le moment de la création, le moment où ça se développe, de comprendre comment on est arrivé à partir de quelques tâches, de quelques techniques, à développer ce qu'on a aujourd'hui, perso, je trouve ça fascinant. Et de voir une femme qui a traversé toutes ces époques-là, parce qu'elle est morte... à la fin des années 60 ou début des années 70, donc elle a vraiment vu tout le développement des tout débuts du cinéma à la parole, la couleur, et puis au grand succès d'Hollywood, etc. Donc et malheureusement c'est une femme qui a été oubliée aussi parce que son mari, parce qu'elle a fini par se marier, a plus ou moins dilapidé sa fortune, puis s'est barré en la laissant avec ses enfants, puis du coup avec des responsabilités, et effectivement, très très vite, elle a plus réussi
tout allait très vite, hein, comme je disais. Donc elle a pas réussi à se réimposer dans le milieu. Et en fait, il y a même une partie de ces films pour lesquels on a mis des noms d'hommes, en fait, plutôt que de mettre le sien. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et je trouve ça très bien, justement, que les biographies, les histoires de ces femmes reviennent au goût du jour et que enfin les gens s'y intéressent parce qu'il y a eu tellement d'injustices à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire du tout que qu'il n'y a que des femmes qui ont fait des choses grandioses, mais les femmes ont autant contribué que les hommes, malheureusement toujours un peu plus dans l'ombre parce qu'elles avaient moins de droits, mais rendons à César ce qui appartient à Jules, hein. Et c'est vrai que ça fait plaisir de découvrir ces personnes-là, et en même temps, justement, on en sait tellement peu, il y a tellement à apprendre que c'est absolument fascinant. Moi, j'ai adoré. Voilà. En plus, alors ça, vous allez voir, il y en a une autre un petit peu plus loin dans la prochaine catégorie dont je vais vous parler, c'est Joséphine Baker, qui a été écrite par les mêmes auteurs. Et j'adore en fait leur façon de faire. C'est-à-dire que souvent, c'est un lieu, une époque, et puis ce qui s'est passé à ce moment-là. Et à la fin du livre, il y a un minimum de 100 pages où on nous donne toute la chronologie de la vie de cette personne, mais pas seulement avec les événements de la vie de cette personne, mais aussi avec les éléments historiques qui se sont passés en parallèle et forcément qui ont marqué la personne, puisque quand il y a des événements historiques importants et surtout en rapport avec ce qu'ils font dans leur vie, ça va forcément bouleverser certaines pensées, certains actes, etc. On apprend des tonnes de choses. Et après cette chronologie, il y a la biographie de chacun des personnages qu'on a croisés. Voilà, alors ça fait beaucoup, mais du coup c'est hyper intéressant parce que tous les personnages qu'on a croisés, on a tout ce qu'il est possible de savoir sur chacun d'entre eux. Et c'est un principe que j'adore. Voilà. Voilà. Passons à la catégorie suivante. Nous avons ensuite Pina Bausch avec danse, art de la scène, thriller, policier, horreur. Et donc là, je n'ai lu aucun de ce que je m'étais prévu. À la place, j'en ai pris un autre qui s'appelle Peer Gynt, qui est une adaptation en bande dessinée de la pièce de théâtre d'Henrik Ibsen. Henrik Ibsen qui était un auteur norvégien du 19e siècle, dont j'ai lu une seule pièce pour l'instant, mais c'était une maison de poupées que j'avais absolument adorée. Et donc du coup c'est vrai que j'étais très tentée parce qu'en plus j'ai trouvé la couverture très belle et les graphismes à l'intérieur vraiment sont très beaux, en particulier les paysages, les décors, les maisons, c'est très... tout est en noir et blanc, ce sont des décors avec des contrastes très forts et en même temps qui font ressortir un petit peu le côté onirique de l'histoire, le côté un petit peu étrange. J'ai un petit peu moins adhéré au visage des personnages, mais par contre on va dire à 95%, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Voilà, le style graphique, la mise en page, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, Peer Gynt, ça va être, je vous le dis tout de suite, ça va être très difficile à expliquer parce que les graphismes m'ont enchanté. L'histoire, je pense que j'ai aimé, mais c'est une histoire très étrange. En fait, c'est une histoire qui a été imaginée par l'auteur à une époque où il avait eu une bourse du Parlement de Norvège, il me semble, Parlement norvégien, qu'il avait payé en fait pour qu'il aille récupérer et noter les contes et les légendes auprès des Norvégiens. À l'époque, la Norvège n'était pas indépendante, elle était sous la souveraineté de la Suède, il me semble. Je ne sais plus si c'était la Suède ou le Danemark, mais je crois que c'était la Suède à cette époque-là. Et donc du coup effectivement donc, il était parti un petit peu comme les frères Grimm pour collecter justement toutes ces histoires là, et donc il a cette histoire de personnage un peu fantasque, un peu exagéré, un petit peu, on ne sait jamais trop s'il est ivre, s'il est fou, s'il raconte n'importe quoi tout le temps ou s'il vit vraiment les histoires fantastiques qu'il raconte. C'est vraiment une histoire très étrange. Il vit avec sa mère au début. Et le début, j'ai eu un petit peu de mal quand même à m'adapter. D'ailleurs, c'est une adaptation, donc ça n'est pas ça n'est pas une copie conforme de l'histoire du texte. Et donc du coup, d'après ce que l'auteur en a dit, il y a des parties qui ont été coupées, il y a des choses qui ont été un petit peu modifiées pour que ça rentre mieux dans l'histoire. Et en même temps, il a retraduit directement le texte pour justement essayer d'en récupérer la poésie qu'on retrouve dans le texte norvégien. Je ne peux pas vérifier, mais je ne comprends pas du tout le norvégien, voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est un texte qui est très agréable à lire. Et en même temps, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. On saute un petit peu de la réalité à la fantaisie. Et parfois, en fait, avec ce qu'il y a entre les deux, on ne sait jamais trop, en fait,
qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, est-ce que c'est faux dès le début, est-ce que tout est réel en fait et que, comme je disais, en fait ça n'est pas dans sa tête et ça n'est pas juste des histoires qu'il se monte, ou c'est vraiment très étrange et c'est difficile à expliquer. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Il y a un deuxième volume qui n'est pas encore sorti, il me semble, puisque cette bande dessinée est sortie en 2020 ou 2021. Donc il y a encore le deuxième tome qui doit sortir, mais l'histoire a une sorte de fin qui fait qu'on ne reste pas sur un cliffhanger à se dire « Ah, je veux la suite ». Voilà. Donc ça, c'était plutôt un avantage. Je pense que je l'ai apprécié en fait. Voilà. Je l'ai pas adoré à cause de ce truc où on ne sait pas où on crèche. Mais j'ai quand même bien apprécié ma lecture parce que la preuve, je l'ai lu d'une traite. Et en tout cas, moi personnellement, alors c'est pareil, je vais essayer de vous coller des images quelque part. Les graphismes sont sublimes. Voilà. Comme vraisemblablement, il y a un seul auteur pour cette bande dessinée. Vraisemblablement, c'est lui justement qui a fait un travail de retraduction pour sa bande dessinée. Je vais essayer de regarder qu'est-ce qu'il a fait d'autre parce que, en tout cas, au niveau graphisme, moi je suis conquise complètement. Et effectivement, s'il essaye vraiment d'adapter certaines histoires ou certaines choses à leur base, vraiment de façon à ce que ça soit original et en même temps fidèle, je me dis qu'il a dû faire d'autres choses assez sympas. Voilà. Donc, écoutez, ça par contre, je pense que c'est très très personnel. J'aurais du mal à la conseiller, même si je l'ai aimé, parce que je pense qu'il faut quand même jeter un coup d'œil par soi-même. Mais c'est vraiment très intriguant. Voilà. Ouais, essayez de jeter un œil quand même, au cas où. Et on va finir avec la catégorie Nina Simone pour musique, chant, inclusivité, biographie. Et là, j'ai choisi biographie, mais qui est en lien avec la musique, le chant et l'inclusivité. Ça, c'est un coup de peau, il y a tout qui est rentré, puisque j'ai choisi la biographie, et non pas la bibliographie, de Joséphine Baker de Catel et Bouquet, donc qui ont écrit aussi celle d'Alice Guy, dont je vous ai parlé précédemment. Et alors Alice Guy, je vous avais pas dit, mais ça fait 350 pages, je crois, c'est des gros romans graphiques, hein, et celui de Joséphine Baker en fait presque 600. Alors Joséphine Baker, qui est très connue pour ses danses dans lesquelles elle louche avec une ceinture de banane, et dont on commence réellement qu'à redécouvrir tout ce qu'elle a fait d'autre. Moi je sais qu'en tout cas avant de lire Culottée de Pénélope Bagieux, je ne savais rien d'autre de cette femme. Alors que c'est une femme qui a fait tellement de choses pour la place des Noirs en France, en Amérique. Elle s'est battue, elle a été très engagée. C'était une femme qui était très engagée dans tout ce qu'elle faisait. Elle a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas juste résistante d'opinion. Elle a carrément travaillé pour la résistance. D'ailleurs, elle a frôlé pas mal de problèmes comme ça. Elle s'est vraiment battue pour une quantité de choses, mais elle a adopté une douzaine d'enfants, tous de religions, de pays différents, parce qu'elle voulait prouver justement qu'on pouvait élever des enfants de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle provenance, et de montrer qu'effectivement les êtres humains à l'origine sont faits pour s'entendre et non pas pour se battre juste pour des problèmes d'opinion. Des enfants d'ailleurs qu'elle a très bien élevés, puisque jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de lui vouer une sorte de culte, leurs enfants, leurs petits-enfants. Enfin, c'est quelqu'un qu'ils ont beaucoup dans leur cœur, puisque parfois il y a des gens qui adoptent beaucoup d'enfants et puis après qui les laissent un petit peu à la charge d'autres personnes, ou qui les ont mais qui ne vont pas pouvoir leur consacrer autant de temps qu'on pourrait en consacrer à 2 ou 3 par exemple. C'était aussi une grande amoureuse des animaux, alors ça pour moi déjà, avec ça tu m'as déjà, t'as déjà gagné une partie de mon cœur. Et puis c'est une histoire qui est très intéressante à suivre parce que il lui arrive tellement de choses dans sa vie, c'est un truc incroyable. Des petites, déjà, elle était toujours en train dans les cabarets de danser. Sa mère était un petit peu comme ça aussi, donc forcément, elle l'emmenait avec elle. Et puis très vite, elle a grandi, elle a commencé à danser dans la rue, à gagner un petit peu d'argent comme ça. Et puis elle s'est mariée très vite. Son premier mariage, elle avait 13 ans. Mais c'était volontaire, c'était son propre choix. Bon, ça n'a pas duré une nuit, hein, mais c'était d'elle-même. Voilà, elle s'est mariée 5 fois dans sa vie. C'était par contre quelqu'un de très volage, donc qui passe d'une personne à l'autre et qui se faisait un petit peu des amis en cours de route à cause de ça. Mais en même temps, qui était tellement ouverte et tellement naturelle en fait que les gens l'aimait aussi beaucoup pour ça, voilà. Et puis elle était aussi volage que généreuse. C'était quelqu'un de très entier, très franc,
En tout cas qu'on ne peut que regarder autrement après avoir vu un petit peu ce qu'elle a fait de sa vie. C'est une femme qui a malheureusement encore une fois beaucoup perdu aussi à cause de ses maris, à cause de, encore une fois aussi, qui s'est fait un petit peu prendre la place, hein, qui s'est fait un petit peu exploiter par les hommes, et en même temps qui a quand même réussi à avoir une place suffisamment forte pour être connue, reconnue, défendue par certaines personnes, heureusement, parce que sinon elle aurait tout perdu. Et il faut savoir quand même qu'elle est rentrée au Panthéon l'année dernière, en 2021, je ne savais pas ça. Donc qui a été la première femme noire à entrer au Panthéon, et puis la première effectivement à être reconnue de cette façon-là. Donc en tout cas un personnage assez exceptionnel, dont l'histoire est très très intéressante, et que je ne peux conseiller sincèrement, parce qu'elle est tellement au-delà des quelques photos et images qu'on voit, comme d'autres femmes d'ailleurs, hein, comme d'autres femmes aussi scientifiques, ou qui ont fait vraiment des choses pour les avancées technologiques, et qu'on ne connaît que si elles ont été chanteuses ou actrices, parce qu'elles étaient jolies, et qu'on connaît une belle photo d'elles, et puis qu'après, même si elles ont fait des choses exceptionnelles derrière, ces choses exceptionnelles, en fait, c'est la partie qu'on ne connaît pas. Voilà. Et il faut les mettre en avant. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis je trouve que ce genre de destin est très très encourageant pour les femmes, pour les jeunes filles d'aujourd'hui, pour les gens en règle générale, pour des gens de différentes communautés. Et d'ailleurs, un détail qu'on trouvait aussi dans Alice Guy, puisque Alice Guy c'est juste un petit peu avant Joséphine Baker, mais en fait leurs époques se sont quand même croisées sur le début du 19e siècle et jusque dans les années 60 à peu près, c'est qu'on retrouve chez les deux, même si en France il y avait le problème des colonies, ce type de choses, hein, faut pas dire qu'en France le racisme n'existe pas, loin de là, mais il n'y a jamais eu la ségrégation comme aux États-Unis, et c'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément, en tout cas moi je ne m'étais pas rendu compte à quel point effectivement c'était différent, parce que Joséphine Baker, par exemple, aux États-Unis, elle ne pouvait rien faire en tant que noire, elle ne pouvait pas utiliser les mêmes toilettes, elle ne pouvait pas rentrer dans les restaurants qu'elle voulait, dans les cafés qu'elle voulait. Quand elle faisait des spectacles, il pouvait y avoir que des noirs, etc. Et quand elle est venue en France, elle a été choquée du fait que en France, par contre, toutes ces choses-là, tu pouvais les faire, qu'un noir pouvait jouer devant un public de blancs, que des blancs pouvaient jouer devant un public de noirs, que, alors encore une fois, comme je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflit de racisme, parce que ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on trouve partout, mais c'est vrai que des fois on se rend pas compte qu'en France il n'y a jamais eu cette espèce de cassure, cette espèce de séparation absolue en fait et légale, c'est-à-dire de mettre légalement des barrières absolument ignobles entre les gens. C'était des choses qui peut-être existaient dans l'esprit des gens, mais qui n'étaient pas légales, en tout cas qui n'étaient pas exploitables de cette façon-là comme aux États-Unis. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve avec Alice Guy quand elle va aux États-Unis, où elle est choquée en fait de ne pas pouvoir employer de noirs dans un film qu'elle voulait faire, et que en fait le public américain préférait, si c'était une histoire de noirs, que ce soit des acteurs blancs qui se peignent en noir. Voilà, bref, passons. Et oui, et donc c'est un point que j'ai retrouvé dans les deux livres, et bêtement, même si on sait ce qui se passe aux États-Unis, on sait que, en fait, c'est pas qu'on sait, on réalise pas qu'en France il n'y avait pas ce problème-là, et quand on met les deux à côté, c'est là qu'on réalise, on se dit, bah oui, quand même. Oui, c'était un problème très très profond aux États-Unis, d'où le fait qu'il y ait autant de conséquences jusqu'à aujourd'hui, et que chez nous, on n'a pas eu comme ça. Il y en a eu d'autres, mais il n'y a pas eu ça, effectivement. Et je pense que c'est important de le relever aussi, parce que il faut toujours relever les gros problèmes historiques, surtout ne pas les oublier, même si malheureusement ça a tendance à arriver, mais parce qu'il ne faut pas répéter les erreurs, même si elles sont quand même répétées continuellement, mais l'espoir fait vivre, mais il est aussi important de relever ce genre de choses, parce que quand il y a eu des choses quand même un minimum positives, prenons-en de la graine. Il faudrait que ce soit des choses qui continuent d'exister et qui soient même renforcées jusqu'à maintenant, plutôt que de repartir à reculons. Voilà. Bref, eh bien écoutez, on va arrêter cette vidéo là-dessus. J'espère en tout cas que je vous aurai inspiré pour les livres dont je vous ai parlé, parce que oui, effectivement, donc là, maintenant que la vidéo se termine, je vous confirme que je n'ai eu que de très très bonnes lectures. Ça va de bonnes lectures avec Peer Gynt à excellente lecture pour quasiment tout le reste. Voilà. Et je dirais que si je devais choisir un coup de cœur sur l'ensemble de tous ces livres, je choisirais Alice Guy. Très près du Chazen, mais ça serait Alice Guy. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis surtout, très bonne lecture à tous. Bye bye.